Je vous remercie de nous accueillir. Je dois vous avouer qu'on est un peu inquiet, vu que ça fait presque maintenant plus de 30 ans qu'on ne participe plus à ce genre de congrès. Et donc on a perdu un peu nos habitudes qui nous permettaient d'être un peu à l'aise. Mais on va essayer de faire pour le mieux en essayant éventuellement de répondre à nos préoccupations qui est la fusion froide. Effectivement, avec Michel Buxerolles, dont on se connaît depuis 40 ans, on a travaillé donc au CEA et on a voulu conserver la première version de notre manip pour ne pas subir la pollution qui après au fur et à mesure des années a fait que ça a évolué et donc on aurait été un petit peu malhonnête vis-à-vis de notre première expérience. Donc on est resté dans notre première phase. Donc effectivement, on a fait cette première expérience en 89. On travaillait avec un laboratoire de physique, mais à côté de nous, il y avait un laboratoire de chimie analytique qui était dirigé par M. Lucas. Et un jour d'avril 89, il vient nous demander si l'expérience que lui ne pouvait pas faire parce qu'il était chimiste et qu'il n'était pas outillé pour pouvoir faire cela, si on pouvait faire cette manip de fusion froide. Donc il nous a apporté tout le matériel. Il a apporté en même temps le premier compte rendu qui avait été diffusé par Ponce et Pechmann. Donc on s'est appuyé là-dessus pour pouvoir essayer de reproduire à notre mesure, à l'identique de ce qu'avait fait Ponce et Pechmann. Voilà, ce que j'ai voulu en même temps, compte tenu que c'est Ponce et Pechmann, en fait, on va dire qu'ils nous ont permis, ils ont ouvert la porte pour que l'on puisse continuer à travailler. Et il me semblait décent de montrer, pour ceux qui ne le connaissaient pas, et de dire que si la fusion froide continue à avoir autant d'importance aujourd'hui, et que c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui aussi. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc voilà le synoptique de l'installation qui nous a permis de travailler sur l'expérimentation de fusion froide. Donc ici nous avons donc un bécher à l'intérieur duquel on a placé l'anode et la cathode palladium et l'anode en platine à l'intérieur de lourde associé avec du fluorure de sodium. Ce matériel nous a été donné par les chimistes. Nous, ce que nous avions, c'est tout le reste qui était la partie physique de notre expérimentation. Il faut dire que l'installation était dans un hall d'accélérateur à l'intérieur duquel nous avions une ambiance de neutrons et qui nous a permis éventuellement de pouvoir faire cette manip. Ceci étant dit aussi, on était parti de l'idée, compte tenu du compte rendu de Ponce et Pechmann, c'est qu'on était persuadé que s'il y avait eu une espèce d'accident de criticité et qu'il y avait eu une réaction en chaîne qui avait permis à la fusion froide et de voir l'explosion qui s'est produite par la suite. Donc ici, c'est la source d'américium, barium, c'est des sources étalons qui nous permet de faire l'étalonnage de matériel de radioprotection en particulier. Ensuite, ici, l'essentiel, ici c'est la sphère de polyéthylène de 8 pouces avec un compteur à hélium 3 associé à une électronique qui est autonome et ensuite l'enregistreur. L'avantage de la sphère de 8 pouces, c'est que c'était une sphère qui nous permettait, lorsqu'on se déplaçait dans des réacteurs nucléaires, c'était d'avoir au sommet de la source ici, d'avoir un espace à l'intérieur duquel on introduisait une petite source d'américium barium de 7 millicuries qui nous permettait à tout moment de vérifier le bon fonctionnement de la chaîne de contact dans sa totalité. Ce qui fait que les taux de contact que l'on observait et le facteur d'étalonnage qui nous avait permis de vérifier la chaîne, on peut donc affirmer que toutes les mesures que nous avions faites étaient conformes au facteur d'étalonnage qui nous permettait de confirmer nos mesures.
Alors voici l'installation. Donc ici c'est l'irradiateur qui contient les deux sources de californium et d'américain beryllium. Ici c'est l'ensemble autonome qui nous permet de faire les mesures de neutrons et que l'on transporte en permanence lorsqu'on allait faire des mesures au fond de cuve des réacteurs nucléaires d'EDF. Ici donc il y a un banc d'étalonnage et l'installation et sur l'arrière de l'irradiateur, on avait un établi sur lequel on avait positionné cette installation-là. Donc, ce qui fait que l'émission de l'ambiance neutron qui existait autour du système, autour du système Californie du Bécher, j'en bafouille, excusez-moi. Donc, ça nous a permis effectivement de faire ces mesures-là. Alors, l'installation était un mode d'accélérateur, puisque nous travaillions avec un accélérateur faisant des neutrons de 14 mètres avec une cible en tritium dans une réaction d'été qui nous permet d'obtenir des neutrons de 14 mètres. Et donc ici, à ce niveau-là, c'était le banc d'étalonnage qui nous permet, ici nous avions donc une source, une sphère d'eau lourde pour l'étalonnage de tout le matériel utilisé en radioprotection, en particulier un remède. Donc, voici les résultats obtenus en 89 avec les taux de comptage qu'on avait estimés pour pouvoir pas être embêté par le bruit de fond, donc c'est des taux de comptage de l'ordre de 10 minutes. Et donc nous avions observé ici un bruit de fond et la montée de la réaction, ainsi de suite, jusqu'à ce point A. À ce point-là, malheureusement, comme il est indiqué ici, nous avons eu une coupure électrique qui nous a un peu perturbé et pendant 30 minutes. Mais en même temps, le point B montre qu'il y avait une continuité et qu'il n'y avait pas de dérive de l'installation, du matériel électronique nous servant à faire ce montage, à faire la manip. Et là, on redescend et on retrouve le bruit de fond. Donc, partant du rapport que nous avait été remis par M. Lucas, le rapport Ponce et Fleischmann, on avait noté que le REM compteur qu'il avait utilisé nous donnait un flux de 4 neutrons par seconde. En ce qui nous concerne, nos mesures à travers le tableau, le graphique ci-après, les calculs effectués par Michel Buxol nous ont donné 3,8 plus ou moins 0,8 neutrons par seconde. On s'aperçoit que donc la mesure de flux effectuée par M. Ponce et Fleischmann et la nôtre, on était dans le même ordre d'idée, ce qui nous a satisfait énormément. Et donc on s'est dit, tiens, on est dans la bonne voie. Malheureusement, comme l'a dit Jean-Paul Biberian au préalable, il nous a été interdit de continuer à travailler sur la fusion froide. Mais, étant des électrons libres, nous avons travaillé en perruque et on a pu faire quelques expériences, mais on était dans des conditions favorables pour pouvoir obtenir quelque chose de correct. Donc, la conclusion, elle est ce qu'elle est. Elle nous permet cependant de confirmer, de par les résultats et de par les mesures de puissance qu'a fait Ponce et Fleischmann avec un autre type d'électrode, de 4 mm et de 10 cm, d'avoir une similitude au niveau des puissances. Celui-ci a été mesuré par Ponce et Fleischmann, et celui-ci, d'après le flux qui avait été mesuré, on a estimé une puissance calculée du même ordre d'idée. Donc, une fois de plus, nous étions dans la bonne voie. Pour confirmer un petit peu ce que nous étions par rapport à nos mesures et d'indiquer qu'on était des spécialistes en la matière, parce que la question s'était posée également, est-ce que
est-ce que nous avons réellement mesuré des neutrons? Ça, c'était une question. Oh, ouais. Voilà. L'émotion. L'émotion. Ou alors c'est notre pétaillac qui nous fait des soucis. C'est prêté par la mairie. Oui. Donc, on a travaillé pour pouvoir confirmer nos résultats, pour dire est-ce que nous avons vraiment mesuré des neutrons. Alors, la question, on a eu. Ce qui nous a d'autant plus gêné, c'est qu'on n'a pu faire qu'une seule expérience. Donc, il n'a pas eu de reproductibilité pour pouvoir éventuellement dire effectivement on avait des neutrons. Mais à côté de cela, compte tenu que la reproductibilité, puisque la manip elle a duré quand même pendant un certain nombre d'heures et que l'on mesurait toujours un taux de comptage sur notre compteur à ion 3, et donc ce compteur à ion 3 étant, pour la détection des neutrons, étant dans le système multisphère, nous permet de dire qu'effectivement on a mesuré des neutrons. Et on peut confirmer également cela aussi, parce que l'expérimentation du calibrage de cette sphère de 8 pouces avec le petite source de calibrage de 7 millicuries nous a permis de confirmer nos mesures avant, pendant et après. Donc à ce niveau-là, on n'avait pas de doute. Et ensuite, étant habitué à l'exploitation des mesures dans le cadre d'EDF, d'essayer de faire de la protection biologique donc auprès des réacteurs, donc la technique multisphère ainsi que tout le système d'étalonnage, on maîtrisait parfaitement le sujet. D'autant plus que le matériel que l'on utilisait auprès d'EDF était fait dans des conditions d'humidité, de température élevée, beaucoup de bruit, donc le matériel était donc de qualité, et en plus on avait l'avantage que c'était un matériel autonome, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de variation de la haute tension qui aurait pu nous gêner dans la mesure. Ensuite, on est spécialiste également dans le système d'accident de criticité, par la mesure en cas d'accident de criticité, pour pouvoir permettre, dans la mesure par spectrométrie gamma, de pouvoir faire les mesures et recréer le spectre, et éventuellement de déterminer quel est, pour les personnes qui ont été irradiées dans un accident de criticité, de les diriger vers le médical ou pas. Et ensuite, compte tenu des différentes photos obtenues, et en plus par l'expérience de Pons et Petman, on s'est rendu compte qu'il y avait eu une explosion. Une explosion dans le sens où on considère que c'était presque un accident de criticité. Et cet accident de criticité ne peut se faire que lorsqu'il y a une réaction nucléaire. Et donc, une fois de plus, on était dans la bonne voie. Et ça nous a permis, après, de continuer. Et après, on a fait la connaissance de Jean-Paul Bulgarian. Et après, comme on l'a dit, j'ai pesé mes mots. J'ai volé du matériel qui partait à la poubelle pour l'amener à Jean-Paul Bulgarian pour qu'il puisse travailler dans son labo. Du palladium, on a ensuite tout le matériel électronique. On n'a pas eu de chance, j'avais réussi à négocier avec le chef du département pour que l'on puisse aller faire une mesure sur Cadarache. Mais comme à la manip, comme toute manip, c'est pas parce qu'elle est bien préparée obligatoirement on va avoir des résultats. Par 2 fois, on a eu la manip sur Cadarache, ne nous a pas donné des résultats. Une fois, le calculateur de Jean-Paul est tombé en panne, et la deuxième fois, c'est qu'il y avait une fuite de pression et on n'était pas dans des bonnes conditions. Après, on nous a interdit de retourner à travailler sur le site de Cadarache, et d'autant plus qu'on aurait pu utiliser des sources de neutrons, car on est persuadé que la réaction ne peut se faire qu'avec l'apport de neutrons. C'est ce que il faut dire que
il faut dire que, et Michel répondra aux questions, il faut dire que, ayant travaillé dans le nucléaire, étant dans le cadre de la radioprotection, ayant travaillé dans l'unité de l'IPSN, donc l'accident de criticité, les réacteurs ont dominé parfaitement le sujet et on était convaincus que sans neutrons, pas de fusion froide. Ça, c'est notre conviction parce qu'on a une formation sur le tas, va-t-on dire, de toutes les expérimentations et les différents rapports d'accidents de criticité qui s'est produit. Alors, malheureusement, on n'a pas pu... Alors, pour la petite histoire, quand on a voulu refaire la manip au labo de Jean-Paul lorsqu'il était au CNRS, au marché aux puces à Marseille, je suis allé acheter, vous savez, dans le temps, avec les horloges, il y avait du radium sur les éponteurs. Donc je suis allé acheter une dizaine d'horloges avec des montres gaz. On a récupéré les aiguilles, on a gratté pour récupérer le radium et pour pouvoir faire une source de radium béridium. Aujourd'hui, ça serait impossible, bien entendu. Et ensuite, on a essayé, mais on n'avait pas assez de débit pour pouvoir confirmer notre hypothèse. Quoi dire d'autre? Alors, moi, ça c'est une parenthèse d'ordre philosophique. Parce que si vous voulez, on ne peut pas faire de la physique sans aborder le concept philosophique d'une forme de pensée. Je suis persuadé que dès l'instant où, dans le cerveau d'un individu, germe une intuition, une hypothèse, c'est que si elle n'aboutit pas, c'est pas que l'idée qu'il a peut être fausse, c'est qu'il n'a pas les moyens pour pouvoir réaliser cette intuition. Et aujourd'hui, avec la pensée unique, cela nous est de plus en plus difficile d'accéder à cette forme de recherche. Tout le monde travaille dans le même sens, et à partir de là, il ne peut plus y avoir de liberté de pensée, il ne peut plus y avoir de la recherche, il ne peut plus y avoir quoi que ce soit. Et là, on est vraiment piégé. Et le drame, c'est que le piège se referme sur nous, et ça, dans un document que m'a adressé, qu'on a lu, j'ai oublié le nom, vous m'en excuserez, où il dit clairement que beaucoup de scientifiques et beaucoup de gens sacrifient la recherche pour leur carrière. Et la carrière, c'est le drame d'aujourd'hui, et une carrière, c'est une carrière. On fait ça, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, oui. Voilà. Et lui, il le dit clairement dans son papier. Il dit c'est par là. Et les gens n'osent pas. La carrière, qui dit carrière, dit aspect financier, dit compte en banque. Alors, il faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. Voilà, je vais passer la parole à Michel, si éventuellement il y a des questions d'ordre et si pas... vous avez des questions à poser, oui. Tu parlais tout à l'heure de l'explosion, il faut que tu avais un point d'explosion. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Merci. Donc, tu parlais tout à l'heure d'un point d'explosion sur une de tes expériences. Tu peux donner un peu plus de détails, s'il te plaît? C'est Ponce. Ah, c'est Ponce. Ah. Parce que tu en sais plus. C'était indiqué dans le rapport de Fleischmann et Ponce. Ouais. Ils ont fait exploser leur hotte aspirante avec un cube de palladium de 1 cm d'arête. Donc ils ont dit que le cube avait partiellement fondu, donc la température de fusion est autour de 1550 degrés, et donc il avait partiellement fondu. Ce qui nous a fait penser qu'il pouvait y avoir un phénomène de réaction en chaîne, de réaction en chaîne, oui. Et donc ces réactions en chaîne auraient pu démarrer grâce à l'intervention des neutrons, parce que quand on était près de l'irradiateur, et donc les protections biologiques étaient suffisantes pour le personnel, il y a toujours, comme l'absorption des neutrons est exponentielle, il y a toujours quelques neutrons de haute énergie qui s'échappent, et donc on était à peu près installé à 2 mètres de l'irradiateur, et donc ils pouvaient déclencher les réactions.
c'est que le flux de neutrons, est-ce qu'il est proportionné à la chaleur produite au sens... il pourrait expliquer, ou est-ce que c'est... Actuellement, les explications dominantes sont que les neutrons sont très très rares, Oui, et à des moments assez étranges, qui sont plutôt liés aux des changements de phase, des changements de comportement, et pas forcément à la chaleur elle-même. Et est-ce que c'est cohérent, ou est-ce que vous avez obtenu un flux, j'allais dire, extrêmement élevé, voire même proportionnel, comme une réaction de fusion chaude? c'est-à-dire on n'avait pas de mesure de puissance, on a déduit la puissance. Et ça correspondait à quel watt en fusion chaude? Ça correspondait à quelle puissance extrêmement faible ou quand même ce flux de neutrons est finalement faible, je ne sais pas. Il est faible, oui, très faible. D'accord, donc il est observable, mais il est faible. C'est ça, oui. Et alors, autre question, c'était par rapport aux expériences de neutrons. Je sais qu'il y a une controverse déjà chez Fleischmann sur les premiers résultats de comptage de neutrons qui étaient assez importants, qui était un artefact de l'usage d'un compteur gamma. Enfin, je ne suis pas expert, hein, donc j'ai entendu. Quand vous parlez d'une comparaison, c'est après correction de tous ces phénomènes, ou c'est ces premières annonces Non, parce qu'il utilisait un REM compteur, c'est-à-dire pour la protection du personnel. Et donc, comme c'est surtout aux USA, ils sont étalonnés à partir de sources de californium. Donc, le spectre du californium a un spectre de fission avec un maximum à peu près à 2 mètres. Et les neutrons produits de la réaction sont 2,45 mètres. Donc l'étalonnage, la calibration du compteur avec une source de californium, ce qui se passe régulièrement, c'est ce qu'on utilisait nous aussi, donc est bien adapté à l'énergie des neutrons, puisque le maximum est autour de 2 mètres, et ici on est à 2,45 mètres. Donc je pense que les mesures de neutrons de Fleischmann et Pons étaient correctes. D'accord. C'était pas orthodoxe puriste, parce que c'est pas exactement comme vous avez fait avec un compteur SO3, Thallium 3, mais c'était probablement de l'ordre. Enfin, c'est ce que vous. Ils utilisent aussi un compteur Helium 3 dans leur REM compteur. D'accord. Mais c'est un compteur sphérique de 1 pouce de diamètre. Nous, on a un compteur miniature, c'est un petit cylindre de 1 cm de diamètre et 1 cm de hauteur, pour être au centre de la sphère.